Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour cette 10e saison de Ce soir ou jamais. C'est un été historique que nous venons de vivre. On n'avait pas vu un tel afflux de réfugiés en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que faire et que penser? On en débat ce soir avec Edgar Morin. Vous êtes sociologue, philosophe, vous êtes l'auteur d'une œuvre considérable, admirée dans le monde entier. Rien que ces jours-ci, 4 livres de vous sortent en librairie. Le premier, c'est Pensée globale. Il y a aussi Impliquons-nous avec Michelangelo Pistoletto. On réédite L'Europe à deux visages, humanisme et barbarie. Et le recueil de vos articles parus dans Le Monde, qui ressort en poche. Ça s'appelle Au rythme du monde. Autant de livres qui, chacun à leur manière, parlent du sujet de ce soir. Jacques Attali, vous êtes l'auteur de 65 livres, essais, biographies, romans, contes pour enfants, pièces de théâtre. Le dernier vient de sortir, il s'intitule « Peut-on prévoir l'avenir ?» Votre réponse est oui, on peut prévoir le sien, on peut prévoir celui des autres, celui d'un pays, d'une entreprise ou même de l'humanité. Vous nous expliquez comment faire. J'ajoute qu'au musée du Louvre vient d'ouvrir une grande exposition inspirée d'un de vos livres précédents, Une brève histoire de l'avenir. Et il y en a une autre au musée royal des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. Elles dureront toutes les deux jusqu'en janvier prochain. Béatrice Gibelin, vous êtes géographe, directrice de la revue Hérodote, professeure émérite à l'Institut français de géopolitique, dont vous êtes la directrice et dont vous avez été la directrice et la fondatrice. On vous doit notamment L'extrême droite en Europe, un livre paru l'année dernière sur la montée des discours nationalistes et Des frontières indépassables, co-dirigé avec Frédéric Douzet. Olivier Rey, vous êtes philosophe et mathématicien. Dans votre dernier essai, Une question de taille, vous expliquez que certains phénomènes, comme celui qui nous occupe ce soir, l'afflux de réfugiés, ne sont pas bons ou mauvais en soi. Tout dépend de l'échelle. C'est une question de taille. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Eugénie Bastier, vous êtes journaliste au Figaro et rédactrice en chef politique de la revue Limite, dont le numéro 1 vient de sortir. Il s'agit, comme son bandeau l'indique, d'une revue d'écologie intégrale, dont le prochain numéro sera d'ailleurs consacré aux migrants. Enfin, Henri Guénaud, vous avez été conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée avant de vous faire élire en 2012 député des Yvelines. Vous avez publié cette année De Gaulle au présent, un recueil de textes choisi par vous pour rappeler, je vous cite, ce que la fermeté de caractère d'un homme d'État peut accomplir lorsqu'une civilisation traverse l'une des crises qui périodiquement en ébranle les fondements. 3 minutes d'image pour commencer, dont il y a fort à parier qu'un certain nombre d'entre elles, au moins, sont historiques. Combien de reportages, de chiffres, de témoignages depuis des mois sur les migrants, leurs souffrances et leur dénuement, des milliers sans doute. Et pourtant, c'est une photo prise hier matin sur une plage de Bodrum en Turquie qui a donné un visage à ces millions de réfugiés. On l'appelle déjà la photo de la honte. Pour ce journal britannique, la une n'est même pas assez grande. Le titre The Independent s'est effacé sur le côté. En Italie, la Repubblica parle d'une photo qui fait taire le monde. Et une partie de la presse européenne s'empare de ce cliché terrifiant, érigé comme symbole de la crise des migrants. Moi, je pense ici aux victimes qui ne sont jamais photographiées, qui sont ignorées. Et puis aux victimes futures si nous ne faisons rien. Le train arrive, les policiers viennent de libérer les portes de la gare. Les quais sont déjà noirs de monde, les migrants se précipitent. Car sur la locomotive, il y a un drapeau de l'Allemagne, là où presque tous veulent aller. Tous ceux qui ont besoin d'une protection, comme les Syriens qui fuient la guerre, doivent recevoir cette protection. Et nous avons besoin, au sein de l'Union européenne, de quotas obligatoires pour se partager les devoirs. C'est le principe de solidarité. Toute la journée d'hier, jusque tard dans la nuit, les Allemands mobilisés ont applaudi l'arrivée des cortèges de réfugiés. À Francfort, les réfugiés ont même droit à une haie d'honneur. C'est l'Europe aujourd'hui qui représente un lieu d'espoir, un havre de stabilité pour toutes ces personnes venues d'Afrique et du Moyen-Orient. Et je dois le dire ici, nous devrions en être fiers, nous ne devrions pas en avoir peur. Hier, des policiers macédoniens complètement débordés les ont reçus à coups de matraque. L'incident est bref, mais très violent. Cette crise migratoire, la plus forte en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, met l'Union européenne face à une responsabilité
historique. La Hongrie franchit un nouveau cap pour barrer la route aux migrants. La clôture barbelée qui sépare le pays de la Serbie est en cours d'extension aux frontières avec la Croatie et la Roumanie. Mais ce lundi, le Parlement a décidé de renforcer les pouvoirs de la police et de l'armée. L'annonce par la Hongrie d'autoriser son armée de tirer sur les réfugiés qui tenteraient d'entrer illégalement en Hongrie. Les migrants ne sont pas seulement en train de frapper à nos portes. Ils les enfoncent. Pas quelques centaines, pas quelques milliers, mais des centaines de milliers. Des millions même font le siège des frontières de la Hongrie et de l'Union européenne. Un accord au forceps, mais un accord tout de même. L'Union européenne est donc parvenue à un consensus sur la répartition de 120 000 migrants tout à l'heure à Bruxelles. Consensus tout relatif tout de même, puisque 4 pays d'Europe centrale ont voté contre. Alors, on l'a vu, beaucoup d'entre nous hésitent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Ils sont sauvés, c'est ce qu'on se dit. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Ils sont nombreux. Petit tour de table, Edgar Morin. Oui, moi je crois qu'aujourd'hui, le débat préliminaire, le problème préliminaire, c'est ou bien le réflexe est de peur ou de refus, et à ce moment-là, on ferme les portes, on met les barbelés, etc., on cherche le quota le plus petit, ou bien le réflexe est de compassion, car il faut penser que ceux qu'on appelle réfugiés ne sont même pas réfugiés encore, ils sont fugitifs. Et ils se sont dans la détresse, bien entendu. Nous sommes, nous, en crise, il y a des chômeurs, il y a de la pauvreté, il y a des difficultés, mais la détresse de ces gens-là est plus grande que celle que nous vivons. Et donc, si on a le réflexe de compassion, eh bien, on cherche à s'organiser pour les accueillir. D'autant plus que nous savons que pour la plupart, c'est un asile que nous donnons. Ce n'est pas une immigration. C'est des gens qui, s'il y a la paix en Syrie ou en Irak, en grande partie, y retourneront. Donc, la question est de s'organiser. Regardez, le pape dit que chaque paroisse organise son accueil. Il suffirait qu'un président de la République dise que chaque commune essaye d'organiser. Donc, à mon avis, le vrai problème, parce que moi j'ai vécu, par exemple, une débâcle épouvantable, c'est la moitié de la France qui dégringolait sur l'autre moitié en 1940 avec la défaite. Eh bien, la moitié sud a réussi sans tente, sans bidonville, à absorber ces gens-là, à les nourrir. Et puis après, beaucoup sont rentrés au mois d'août. Donc, je veux dire, la question n'est pas seulement de se poser sur les limites légales, de voir si on veut, on peut accueillir le maximum. Maintenant, le problème est d'organisation et je pense qu'on pourra discuter de ça. On va en discuter. Henri Guénaud, vous êtes plus inquiet, vous? Oui, il y a de quoi l'être. Bien sûr, Edgar Morin a raison. Devant la détresse, que peut-on faire d'autre qu'être ouvert, généreux, accueillant, éprouver de la compassion? Mais nous pouvons accueillir 10 000, 20 000, 30 000, sans doute, peut-être davantage. Mais aux portes de l'Europe, il y a déjà près de 4 millions de réfugiés qui attendent. Et si la situation au Moyen-Orient continue à se dégrader, il y en aura demain 5, 6, 7, 8. Nous ne les empêcherons pas d'entrer. M. Orban peut mettre des barbelés. Nous nous empêcherons d'entrer que si on leur tire dessus. Personne ne peut empêcher une telle vague de submerger les frontières. Personne, sauf, encore une fois, tirer sur ceux qui arrivent par la terre et à noyer les autres dans la Méditerranée. Donc si nous n'allons pas régler le problème au Moyen-Orient, nous allons nous trouver devant une situation incontrôlable. Et la situation n'est évidemment pas celle de 1940, où c'est la moitié d'un pays qui se réfugie dans l'autre moitié. C'est même pas celle des réfugiés espagnols. On a quand même accueilli 400 ou 450 000. Mais on les a mis dans des camps. Il faut se souvenir, en 1936, et ils ont beaucoup souffert. Bon, c'est pas non plus celle des rapatriés d'Algérie, qui ne s'est pas si bien passé que ça. Mais c'était les 30 Glorieuses. C'était des Français. Là, on se retrouve avec une vague qui est ingérable. Les sociétés européennes sont malades. Elles sont en crise économique, en crise sociale, en crise identitaire. Et donc, il ne suffit pas de dire « nous allons être généreux ». Il faut de toute urgence
aller régler le problème à la source, parce que sinon le phénomène sera incontrôlable. Et ce n'est pas seulement l'Europe qui risque de se défaire, c'est la démocratie en Europe qui risque de se défaire. Et pour dire les choses qui résument, de façon à résumer mon inquiétude, ou bien nous ferons la guerre là-bas, ou bien nous la ferons ici. Je suis assez en désaccord avec les deux points de vue. Je ne crois pas qu'il faut les aider simplement de façon compassionnelle, généreuse, parce que c'est un intérêt moral. Et je ne crois pas non plus qu'on va être submergé. Il faut regarder les chiffres. Aujourd'hui, on reçoit à peu près 11 000 réfugiés par an, ce qui veut dire 2 pour 10 000 habitants de la France. Et si on applique le programme que M. Juncker a proposé, on va passer de 2 pour 10 000 à 4 pour 10 000. La belle affaire. Si on recevait les 5 millions dont vient de parler Henri Guénaud, 5 millions, ça représente 1% de la population de l'Europe. C'est pas bien, chez Henri Guénaud, que de parler de submergé quand il s'agit d'1%. C'est pas bien. 5 millions, c'est pas bien, parce que c'est pas vrai. 1% n'est pas submergé par 1% de notre population. Par contre, évidemment, si on ne s'y prépare pas, on va avoir ça et on aura le pire des choses. C'est-à-dire qu'on les aura, on ne les aura pas, ce ne sera pas préparé à les intégrer comme il faut le faire. D'autant plus que, et je crois que c'est ça le plus important, c'est que les recevoir, c'est notre intérêt. Il ne faut pas le faire de façon altruiste, il faut le faire de façon égoïste. Et les Allemands l'ont parfaitement compris. Quand les Allemands sont à la gare en train d'applaudir, ils n'applaudissent pas pour dire vous êtes bienvenus, ils applaudissent pour dire merci de venir. Et d'ailleurs, tous les réfugiés l'ont très bien compris qu'ils vont en Allemagne. Pourquoi? Parce que tous les chiffres le démontrent, de toutes les façons possibles, comme on veut calculer. L'apport d'étrangers dans un pays, c'est un apport en plus. Les étrangers coûtent beaucoup moins cher qu'ils ne rapportent en impôts, en travail, en contribution en retraite. Toutes les statistiques le démontrent de façon absolument certaine. Nous avons intérêt, sans compter le fait que ces réfugiés, lorsqu'ils arrivent, apportent de la créativité, créent des entreprises, créent des emplois, font les emplois que personne ne veut faire ici. C'est un bénéfice total. Donc il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qu'il faut faire de façon généreuse en se pinçant le nez, ni en ayant peur d'être submergé. Ceux qui ont peur sont ceux qui préparent les conditions de la barricade. Et la barricade en Europe, ça s'est produit à plusieurs reprises. Ça s'est produit en 1780, en 1910, en 1930. Chaque fois que le nationalisme réapparaît, c'est la guerre. Et donc, la seule façon d'éviter que l'Europe revienne aux barricades internes et à la guerre, c'est de créer des conditions d'avoir confiance en nous et de dire nous avons besoin de ces gens. Ils sont bienvenus, mais créons les conditions de leur intégration. Recevons-les. Faisons en sorte qu'ils soient bienvenus chez nous, et à ce moment-là, tout le paysage change. C'est ce que fait la Suède, c'est ce que fait l'Allemagne, c'est ce que nous ne faisons pas, et naturellement, on prépare les conditions du pire, puisqu'on les reçoit dans des conditions épouvantables du lycée Carré dans le 18e, ou de la mairie du 18e, ou de telle ou telle ville qui les reçoit très mal, et forcément, le faux devient vrai, c'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes insupportables parce qu'ils sont mal reçus, et ils s'en vont. Juste un mot quand même. L'Allemagne a mis une semaine avant de fermer ses frontières parce absolument que elle a ralenti l'entrée pour pas mais elle n'a pas fermé ses frontières. Mais si, elle a fermé sa frontière avec l'Autriche. On peut rentrer. Les immigrés, les réfugiés continuent à rentrer. C'est très intéressant parce qu'elle peut évidemment accueillir 800 000 sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais 20, 30 000 le même week-end à Munich, c'est pas possible. Voilà. Et donc, la gestion de cette transition, ce qu'on oublie toujours quand on fait des calculs économiques, c'est qu'entre deux équilibres, il y a une phase de déséquilibre qu'il faut gérer. Voilà. Et oui, sans doute, sur la longue durée, toutes les vagues migratoires nous ont rapporté plus qu'elles nous ont coûté. Mais sur la courte durée, c'est pas pour autant qu'on est capable d'accueillir tout de suite. Le rôle d'un homme politique, voilà, c'est d'expliquer comment gérer le court terme dans l'intérêt du long terme. Oui, mais c'est pas toujours facile. Et croyez-moi, si on en a, même si ça fait 1% de la population européenne, si tous ceux qui sont déjà dans les camps au Moyen-Orient, en Turquie, au Liban, viennent en Europe, ça va être dans un laps de temps court, ça va être ingérable. Et puis, si on laisse l'État islamique continuer à s'étendre, il n'y en aura pas 5 millions, il y en aura 10 millions. Voilà. Et ça n'est pas gérable. Ça n'est pas gérable ni politiquement, ni matériellement dans une période aussi Vous voulez quoi? Qu'on envoie des soldats français sur le territoire syrien? Moi, je veux que la France prenne une initiative de constituer une coalition. Oui, mais pas tout seul. La France n'ira pas toute seule, mais on a fait une coalition. Dans le même court terme dont vous parlez, en attendant. Oui, mais ça peut aller très vite. Hein. Je me souviens du Koweït, c'est allé très vite. Donc, est-ce que la France est capable de prendre une initiative au Conseil de sécurité? Mais l'armée américaine a refusé même de bombarder, vous imaginez? Mais on verra, une fois qu'on mettra les opinions publiques. Mais on dit toujours ça. Alors, c'est très bien, on ne fait rien. On attend, on se dit, on n'est pas sûr que les Américains soient d'accord.
Bon, eh bien, on ne fait rien. Eh bien, si on ne fait rien, vous voulez dire que ça fait 1%. Moi, je vous dis que ça ne sera pas gérable, ni politiquement, ni matériellement, ni socialement, ni pour eux, ni pour nous. Edgar Morin, puisque vous vouliez vous aussi parler de... Je veux dire que l'argument d'Attali, que l'égoïsme bien compris, il est valable bien sûr pour les immigrants normaux et ordinaires. Là, nous avons affaire à des gens qui demandent un asile, plus ou moins provisoire, et ils demandent de l'aide morale. Or, l'homme n'est pas homo economicus seulement. Enfin, je veux dire que on a parlé tout à l'heure de cet enfant qui a eu, grâce au sensationnalisme des médias, pour une fois qui n'est pas mauvais, il y a une émotion, il y a quand même un facteur humain. Quand on dit la France terre d'asile, ça correspond non seulement à quelque chose de politique, mais quelque chose qui répond à une tradition d'accueil pour les réfugiés politiques et autres. Donc, si vous voulez, moi je crois que l'argument du cœur est un argument, je dirais, préliminaire. Je veux dire préliminaire. On les accepte, ou bien on a peur d'eux, on refuse, on dit il y a des djihadistes parmi eux, etc. On les accepte. S'il y a des djihadistes, il y a des services de renseignement. Je pense que l'idée, c'est ça. Des gens en détresse. Est-ce qu'on leur répond ou non? Alors, après, on s'organise. Eugénie Bastier. Oui, mais je suis d'accord avec M. Morin. De toute façon, il y a un flux et il faut gouverner, c'est choisir, il faut choisir. Après, il y a trois manières de trier les migrants. C'est soit on choisit ceux qui nous ressemblent, soit on choisit ceux qui nous sont utiles, soit on choisit ceux qui souffrent le plus. Il me semble que le critère le plus juste, c'est ceux qui souffrent le plus. Et c'est pour ça qu'il est impératif de faire des centres de tri à la frontière de l'Europe pour trier effectivement les migrés et choisir non pas ceux qui vont nous rapporter de l'argent, qui vont créer des entreprises ou qui vont faire les boulots dont les Français ne veulent plus, c'est-à-dire être éboueurs et femmes de ménage dans nos grandes entreprises. Surtout quand vous voyez un peu les migrants qui arrivent et du Soudan et d'Érythrée qui ne parlent pas un mot de français, qui n'ont aucun diplôme, je ne vois pas, ce ne sont pas eux qui vont créer des entreprises. Et donc voilà, il faut prendre en compte la souffrance et il faut avoir des critères très précis. Aujourd'hui, l'Allemagne a dit nous allons accueillir les Syriens. Le ministre de l'Intérieur allemand a dit aujourd'hui qu'un tiers des migrants qui arrivaient n'étaient pas syriens. Qu'il disait qu'ils étaient syriens, ne l'étaient pas en réalité. Donc on voit qu'il y a déjà maintenant les gens se font passer pour syriens pour venir en Allemagne. Donc il faut être très très précis. Il faut surtout attendre et contrôler à la frontière de l'espace Schengen et non pas à l'intérieur. Donc il faut créer ces grands centres de tri. Et en fait, on a l'impression aujourd'hui que notre destin nous échappe. Enfin, les gens sont complètement... on a l'impression que tout est incontrôlé. Quand on va dans le lycée Carré à Paris, c'est abominable. Et alors, on a la mairie de Paris qui se glorifie d'accueillir les migrants. On a des discours qui sont très, justement, compassionnels et derrière, il n'y a rien. Alors, je préfère qu'on ait des discours inverses et qu'on dise peut-être, qu'on envoie des signaux peut-être plus négatifs aux migrants en leur disant ça va être dur, ça va être difficile, mais quand ils arrivent, on les accueille dans la dignité, plutôt qu'on fasse l'inverse et qu'on se frappe la poitrine en disant, en pleurant sur le sort des migrants et qu'on les accueille dans des conditions épouvantables. Olivier Ray, c'est une question de taille, donc. Oui, mais avant cela, moi, ce qui me frappe énormément dans cette crise, c'est le degré d'impréparation des différents gouvernements et de l'Union européenne en général. Quand Jacques Attali disait que gouverner, c'est prévoir, et normalement, les gouvernants ont des conseillers comme Jacques Attali, mais alors que ne les écoutent-ils pas? Parce qu'en fait, cette crise qui nous arrive, elle était extrêmement prévisible. Ce grand flux d'immigrés actuel, en fait, ce ne sont pas des gens qui fuient une brusque intensification de la guerre en Syrie. Ce sont des gens qui ont fui la Syrie depuis des mois, voire des années, qui se sont accumulés dans des camps, en particulier en Turquie, et puis qui, à un moment donné, la Turquie changeant sa politique, enfin bon, bref, un certain nombre d'éléments qui font que, à ce moment-là, le flux se dirige vers l'Europe. Mais c'était quelque chose qui était tout à fait prévisible et rien n'a été préparé. Alors là-dessus, pour expliquer cette impréparation, moi je n'ai que deux hypothèses. La première, c'est l'incompétence totale. Bon, elle joue certainement un rôle, il ne faut pas négliger ce facteur. Et puis il y a un deuxième facteur qui est que les gouvernants actuels sont dans une situation qui est extrêmement délicate parce qu'ils sont pris en sandwich entre d'un côté des intérêts économiques qui poussent à l'immigration, parce que comme l'a dit Jacques Attali... Qui pousse à accueillir l'immigration. À accueillir, oui, qui pousse à accueillir des immigrés.
l'Union européenne a dans ses cartons, si vous voulez, des prévisions qui disent que si on veut de la croissance économique, etc., voilà, il faut accueillir des dizaines de millions d'immigrés dans les temps qui viennent. Et pour payer les retraites aussi? Oui, enfin, il y a des tas de raisons. Il y a aussi faire baisser les salaires, hein. Enfin, il faut aussi en parler, ça. Enfin, je veux dire, quand on prend Friedrich Engels, quand il parle de la misère de la classe laborieuse en Angleterre au milieu du 19e siècle, il voit très bien que l'afflux d'Irlandais permanents venant de leurs campagnes pauvres sert à faire baisser les salaires des ouvriers anglais aussi, hein. Donc en fait, vous avez d'un côté ces intérêts économiques qui sont très puissants sur les gouvernements actuels, puisque comme nous sommes endettés, on ne peut même pas dire jusqu'au cou, mais jusque bien au-dessus de la tête, pour financer la dette, les gouvernants ont besoin d'une certaine mansuétude des marchés financiers, et donc les marchés financiers pilotent les choses par derrière. Et puis donc, par ailleurs, vous avez quand même, comme on est dans des régimes dits démocratiques, de temps en temps il y a des élections, et les électeurs, apparemment, il y en a de plus en plus dans nos pays qui n'aiment pas ça. Et donc en fait, le gouvernant, il est entre les deux. Il est entre les deux, et c'est vraiment très difficile pour lui. Et d'une certaine manière, on peut se demander si cette impréparation n'a pas un versant délibéré, dans la mesure que ça permet de mettre la population devant le fait accompli, c'est regarder, voilà, tous ces immigrés qui arrivent, on ne peut rien faire, et donc rien d'autre que les accueillir. Alors, réponse de Jacques Attali et puis Béatrice Gibelin.